Hola, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui depuis mon lit. Si jamais tu regardes ce podcast sur ma chaîne YouTube Dans la tête de Léa et que tu me découvres, bienvenue. Si tu m'as en audio, j'espère que... Je sais pas ce que t'es en train de faire, je sais pas si t'es dans ton lit ou sur la route pour aller au travail ou pour aller en cours ou je sais pas, mais je suis trop contente de te retrouver comme tous les lundis. Je vais pas te mentir, moi je suis KO technique. Je sais pas comment t'expliquer, ça fait vraiment genre 1 heure que j'essaye d'enregistrer le podcast et à chaque fois je suis genre... En fait je pourrais m'endormir à n'importe quel moment. Bon, c'est pas le but. Ok, je vais éviter de me toucher le pied pendant que j'enregistre parce que c'est un peu genre hilarant pour les gens sur YouTube, mais j'ai peur des fétichistes. Moi c'est Léa et bienvenue dans mon podcast. Si comme moi il y a des jours où tu doutes de toi, où tu te compares trop, si t'as un peu peur parfois du futur et que t'es toujours en train de comprendre ton enfance, et si tu te demandes si tu fais les bons choix, bienvenue dans mon journal intime et un peu dans ma tête finalement. J'espère qu'en passant ces quelques minutes ensemble, tu trouveras ici une amie, une grande sœur ou simplement quelqu'un qui te comprend. Simple Caféine, c'est un endroit où tu peux venir tel que t'es. Un endroit pour quand tu veux ralentir ou mettre des mots sur ce que tu ressens. Et puis surtout te sentir un peu moins seul avec tout ça. Ici on parle de la vraie vie, celle qui est floue, contradictoire, imparfaite. On parle d'amour, d'amitié, du sens de la vie. Ici on a envie de grandir, on a envie de se comprendre. Parce que promis on vit la même chose. Et finalement on n'est pas tout seul. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur. Un sujet qui est hyper actuel. Peut-être que en ce moment t'es en train de choisir qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine dans ta vie. Peut-être que tu es en train de remettre des choses en question, des choix en question. Moi, à 14 ans, 16 ans, même 17 ans, en vrai, si on m'avait demandé « Alors Léa, tu veux faire quoi de ta vie ?» J'avais une réponse, toujours la même. Une réponse assez logique, quelque chose de très rassurant pour moi-même et pour mes proches. Je voulais être médecin. Donc je répondais que je voulais être docteur, comme mon parrain, parce que être médecin c'est positif, parce que être médecin c'est utile dans l'œil des gens, dans la société, parce qu'aussi c'est un métier qu'on dit un peu certain, de nécessité aussi, très valorisé du coup dans la société, mais assez rassurant, parce que finalement tout le monde a besoin d'un médecin et parce que les médecins, dans le conscient ou dans l'inconscient collectif, le médecin c'est une bonne personne aussi. Puis on va pas se mentir, ça sonne bien aux oreilles des parents, des grands-parents, de n'importe quel proche. Et souvent, dire très jeune qu'on veut être médecin, ça donne une image d'ambition. Donc de ce que les parents, grands-parents connaissent, c'est vrai que ça sonne bien. Je me serais jamais dit, à 14, 16, 17, même 18, même 19, 20 ans peut-être, je vais un jour créer un univers, une communauté autour de laquelle je parlerai du café, j'aurai un podcast, je raconterai ma vie, je voyagerai. En fait, je vais me créer un univers, mon propre média, où je vais raconter des histoires. Parce que je pense qu'à 13 ans, ou même à 18 ans, je pouvais même pas imaginer, encore moins rêver que ça puisse être une réalité. C'était vraiment trop beau pour être vrai, et puis tout simplement, ça n'existait pas. C'était même pas une réalité qu'on m'avait présentée. Et puis j'avoue, je savais même pas que le café allait devenir une passion chez moi. Cette passion-là, d'ailleurs, elle est née à Montréal. Montréal, l'endroit où j'ai fait mes études. Si jamais t'es nouveau ou nouvelle, bienvenue. Si tu viens de me découvrir, moi je suis partie à 18 ans à Montréal faire des études en neurosciences cognitives. Et là-bas, je me suis découvert, entre 2 examens, pendant le Covid aussi, une passion pour le café. Une passion qui est née dans les coffee shops, vraiment entre 2 cours, certainement un cours de neurosciences et un cours de programmation. Cette passion, elle est née aussi dans une ville que j'aurais peut-être jamais connue si j'avais choisi de rester sur le chemin le plus simple, le plus sûr, comme la plupart des gens que je connais. J'avoue que Montréal m'est un peu tombé dessus lors d'un salon étudiant que je visitais avec ma maman. Et c'est une chance d'avoir pu songer à y aller, encore plus d'y avoir été acceptée, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout quelque chose qui était conventionnel. Partir étudier à l'étranger, à Montréal, ça devenait quelque chose d'un peu plus normalisé entre guillemets, mais pas tant pour la Belgique. C'était la première année en fait que les Belges avaient les mêmes droits que les Français. Ah non, même pas. La France et le Québec ont un accord qui fait que les Français qui vont étudier à Montréal ont des prix sur leurs études. On paye plus ou moins le même prix que les Québécois. C'est très avantageux évidemment. C'est souvent moins cher qu'une grande école en France. En Belgique, ça n'existait pas. Donc j'avais personne autour de moi qui pouvait me parler de ça, m'expliquer que ça existait. Je suivais personne sur les réseaux sociaux. Enfin à l'époque, les créateurs de ce contenu, les influenceurs, il y avait personne qui était parti étudier à Montréal. Et c'est vrai qu'en Belgique, cet accord, il n'existait pas. Il est arrivé par la suite. Pour les Belges francophones, il y a un accord, comme les Français, avec le Québec. Mais à l'époque, c'était pas du tout quelque chose de conventionnel et de normal. Puis j'avoue que même si je suis sur les réseaux depuis que j'ai 13 ans, j'avoue que jamais j'aurais pensé que mes réseaux sociaux, qui étaient mon échappatoire, ma passion, puissent devenir un jour mon métier. Et mine de rien, j'avoue que ça me fait réfléchir parce que comment est-ce qu'à 17, 18 ans, et même un peu plus tard, on peut savoir qui on va devenir si on n'a pas encore vécu toutes les expériences qui vont nous transformer et faire la personne qu'on est aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, à 26 ans,
Je suis le résultat de plein de décisions, de plein d'opportunités, de plein de moments où j'ai cru en moi, de plein de moments où j'ai douté, de plein de moments où j'ai vécu ce qui pourrait s'apparenter à des échecs, ce que je m'efforce à ne pas appeler des échecs, genre un burn-out, genre ma crise d'épilepsie qui a été due à un excès de stress et de travail aussi. En fait, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça fou, cette idée qu'on a de se demander, et même que les adultes ont de nous demander, de choisir notre voie avant même de savoir qui on est. Ce serait un peu comme commencer l'histoire par la fin du livre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu commences à lire le livre par la fin, et puis t'essayes d'imaginer... Enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma vision des études et ma vision de la vingtaine, elle a pas mal évolué, et je pense qu'elle va continuer à évoluer parce que je reste encore vraiment en plein milieu de ma vingtaine et évidemment très jeune. Pour moi, on apprend à se découvrir pendant les études. Je pense même qu'on apprend à se découvrir pendant notre temps libre, pendant nos études, nos relations, nos soirées, nos voyages. Et je pense que le temps qu'on a pendant nos études, mais que ce soit le collège, le lycée ou même après, je pense que ce temps est important et je pense que c'est important de l'utiliser. Peut-être que justement t'es à l'université en ce moment et que t'as l'impression d'être prise dans un tourbillon. Peut-être que t'es pas sûre de ce que t'apprends, pourquoi est-ce que tu vas à l'école chaque jour et pourquoi est-ce que tu t'efforces d'essayer de réussir ces examens. C'est pas grave. Moi, j'ai fait 3 ans en neurosciences cognitives, j'ai douté plus d'une fois de ce que je faisais, de ma légitimité là-bas, de pourquoi est-ce que j'étudiais ce truc-là, alors qu'en fait, je pensais pas que j'allais un jour travailler dans un labo de recherche. Je doutais beaucoup de mes choix. Aujourd'hui, déjà regarde-moi, je fais plus du tout des trucs en neurosciences cognitives. Pour autant, ça m'a aidé sur plein d'aspects de ma vie et ça m'a surtout aidé à grandir. Et c'est de ça notamment que je veux parler dans cet épisode de podcast. Si tu penses que cet épisode de podcast peut intéresser ta meilleure amie, un professeur, peu importe, n'hésite pas à l'envoyer à une personne à qui tu penses que ça pourrait faire du bien. C'est pour ça que je fais Simple Caféine et j'espère vraiment que ça t'aidera à connecter ou à reconnecter avec quelqu'un à qui tu as envie de faire passer ce message ou avec qui tu as envie de partager cette pensée. Bon, commençons par le commencement. Il y a une pression dans la société, en tout cas que moi j'ai sentie, quand j'avais 14, 15, 16, 17, 18. Je sais pas si elle est moindre maintenant, mais en tout cas, moi, ça l'a longtemps été et je pense que de ce que je comprends, ça l'est encore pour beaucoup de personnes. Il y a une pression de choisir le bon chemin. Et je vais pas dire que je suis sage parce que j'ai que 26 ans, mais avec un peu de recul, je me dis, mais purée, faut avoir de la chance pour choisir le bon chemin. Faut avoir de la chance pour choisir le chemin qui est fait pour nous. En choisir un, s'y tenir, et surtout que ce soit bingo, genre c'est le bon. C'est comme un peu un truc de loto où tu mises sur un truc et t'essayes, tu pries pour que ce soit le bon. On te demande même de choisir le bon chemin sans te connaître. Parce qu'en réalité, pour choisir le bon chemin, je pense que ça nous demande de nous connaître un minimum. Moi, à 15 ans, même à 18 ans, je me connaissais pas et c'est à peine si je savais faire une machine à laver. Je me souviens à Montréal, je me cuisinais du riz avec du thon. J'ouvrais une boîte de conserve, je faisais chauffer du riz, je foutais tout dans une casserole. C'est à peine si j'avais appris à faire mon lit. Je vais dans les extrêmes, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Je payais pour la première fois de ma vie des factures et pour la première fois de ma vie, je devais gérer un budget mensuel. Et c'est à cette personne qu'on confie le reste de sa vie en mode bah tu vas faire ça ou choisis un truc ma belle et puis ce sera peut-être ton métier, genre ouais fais un cool truc avec. Bah c'est vrai qu'à 18 ans, en vrai de vrai, j'étais certaine de me connaître. C'est vrai qu'à 18 ans, tu as l'impression que t'es la reine un peu et que ouais c'est bon, enfin je suis une adulte, je me connais, genre évidemment que je sais qui je suis, évidemment que je sais quelles sont mes limites. Ma belle, tu as 26 ans aujourd'hui. J'ai l'impression de ne pas me connaître, j'ai l'impression de me découvrir tous les jours. Je pense que c'est vraiment avec des années de recul et je vais certainement me dire ça aussi dans 10 ans, mais j'avais tellement à me découvrir à 18 ans. Je me connaissais tellement pas. J'ai vraiment encore l'impression d'être à la surface de l'iceberg. Et j'ai 26 ans. Alors à 18 ans, je devais être genre à la pointe. Genre je pataugeais encore dans l'eau, ouais. Bon, pour autant, est-ce que c'est une excuse de ne pas se connaître pour ne pas faire des choix? Je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Je pense qu'à un moment donné, il faut choisir des trajectoires. Ça, c'est se responsabiliser. Parce que laisser les autres choisir pour nous, ou juste ne jamais faire de choix, je suis pas sûre que ça va nous aider à évoluer. À un moment donné, il faut choisir un chemin, il faut faire une décision. On a tous l'impression qu'à ce moment-là, il y a une bonne et une mauvaise décision. Comme s'il y avait qu'une destinée. Et que si on se trompait, c'était fichu pour nous. Et en vrai de vrai, c'est un peu ce qu'on nous laisse croire. Comme si ce choix-là, à 18 ans, le choix de tes études allait définir tout le reste de ta vie. Certes, c'est un choix important, crucial, dans tes relations, dans tes connexions, dans tes intérêts aussi. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin. La vérité, c'est qu'il y a plein de chemins différents, et puis parfois on en emprunte plusieurs. En fait, ce premier choix qu'on te demande de faire à 18 ans, c'est le commencement. Et puis après, tu vas pouvoir modeler ces chemins, et t'en créer des nouveaux. Tu commences quelque part, puis tu bifurques, puis tu t'arrêtes, puis tu reprends,
Parfois tu finis tout, parfois tu t'arrêtes en cours de route, évidemment avec un peu de sagesse et en vrai de vrai de recul sur la situation. C'est vrai que dans ces moments-là, c'est facile de se dire « Ah, bah mince, j'ai choisi ça, mais en fait, ça me ressemble pas du tout, j'aime pas, j'arrête. » C'est vrai que dans ces moments-là, tu te dis « C'est un petit échec. » En fait, ça ressemble à des échecs. La vérité, c'est que ces choses qu'on voit comme des échecs quand on est jeune sont, je pense, les choses les plus précieuses qui peuvent nous arriver dans la vie. Ça va sembler banal, ce que je vais te dire, mais c'est hyper important, vraiment crucial. C'est trop important de savoir ce que tu n'es pas, ce que tu n'aimes pas, autant que ce que tu aimes, que ce qui t'anime, que ce qui te rend joyeuse. C'est aussi ces moments-là qui t'aident à dessiner ton chemin, ta direction, qui tu es. Avec les réseaux sociaux, j'ai 1000 exemples à te citer de personnes qui travaillaient dans des métiers conventionnels, qui ont commencé leur vie comme ça, qui l'ont structurée avec cette sécurité, des études, du salaire, de la place dans la société, et puis qui un jour décident de juste tout plaquer et de changer. Et je pense pas que ce soit un échec. Je pense pas que ce soit « Ah, mais dommage que ça m'ait pris toutes ces années-là avant de réaliser que j'aurais été plus heureuse dans cette situation. » Non, je pense que ça fait partie de ton histoire de vie et de la découverte de soi. En fait, ce qui est beau avec notre génération, c'est que personne ne signe pour le même métier jusqu'à 65 ans, 70 ans. Alors oui, c'était peut-être le cas à l'époque de nos parents, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Ok, tu peux avoir peur de perdre un confort. Ok, tu peux avoir peur de perdre une place dans la société. Ok, tu peux avoir peur du regard des autres ou de ton propre regard, mais tu n'es pas bloqué ni réduit à une chose en ce moment même. Évidemment, je tiens à mettre une parenthèse et des pincettes à ce que je suis en train de dire parce que lorsque j'écris ces mots, je pense à la place privilégiée que toi, moi, on a dans la société pendant que des guerres se passent dans le monde et pendant que des personnes en souffrent énormément. C'est important de le reconnaître, aussi d'utiliser notre liberté et notre libre arbitre parce que justement on a cette chance-là. Mais j'ai conscience qu'il y a des situations délicates et qu'en faisant cet épisode de podcast, je suis évidemment, comme toi, très privilégiée parce qu'on a cette place-ci dans la société. Reprenons. Ce que j'essaye de te dire, c'est que tu aies 16 ans, 18, 25 ans ou 30 ans, c'est vrai qu'on agit souvent comme si choisir une orientation à 18 ans, c'était un contrat à durée indéterminée, en mode c'est la seule possibilité. Et c'est vrai que lors de ces moments-là, où il faut faire des choix parfois de direction, on agit beaucoup avec de la peur et de façon très rationnelle. Et moi, c'est 100% comme ça que je réagis. À 18 ans, j'ai une peur irrationnelle de l'argent. J'ai besoin de faire quelque chose qui est reconnu. J'ai besoin de faire quelque chose qui est waouh. J'ai besoin de faire quelque chose qui va me valoriser dans le regard des gens. Alors évidemment que je fais un choix rationnel. Est-ce que je le regrette ? Absolument pas. Ça fait partie de moi. Ça m'a appris beaucoup de choses, mais je vais y revenir après. D'ailleurs, on va pas se le cacher. Derrière la pression du choix, il y a quelque chose de grand, quelque chose sur lequel j'ai déjà fait un épisode de podcast il y a quelques années maintenant. Faudrait que je me réécoute pour voir si mon discours a un peu changé. On l'appelle la peur de l'échec. La peur de l'échec, je pense qu'elle vient du fait qu'on nous apprend un peu que choisir, prendre un chemin, c'est renoncer à un autre. La peur de l'échec, elle vient aussi du fait que choisir nous engage directement à renoncer, mais donc peut-être se tromper. Pour choisir, il faut apprendre à se faire confiance. Moi, à 18 ans, même encore maintenant, j'ai pas de confiance en moi. Comment ça, vous me laissez des choix aussi importants, les choix d'une vie entre mes mains ? Je pense qu'on a peur de perdre du temps, on a peur de décevoir, on a peur de ne pas réussir, et on a peur, encore une fois, du regard des autres et de notre propre regard. Alors, c'est facile de choisir le chemin le plus safe, le plus commun, le plus emprunté, parce que c'est aussi le chemin qui offre le plus d'exemples, et c'est hyper rassurant. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Non, c'est vraiment tout le concept de ce podcast. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et c'est même normal que de prendre un chemin qui est safe et qui rassure. Un chemin qui fait du bien sur le papier, celui qui permet d'éviter des questions gênantes au repas de famille. Parce qu'en vrai, sortir du cadre, ça demande une énergie énorme et ce serait mentir que de dire que c'est facile. Je pense que j'ai la chance d'avoir une famille assez petite, pas trop intrusive, qui, je pense, me fait confiance, mais qui surtout, en vrai, qui était un peu loin de moi pendant mes décisions où j'ai décidé d'essayer de vivre de ma passion. J'ai conscience, et je ne sous-estime pas l'énergie qu'il faut avoir que pour assumer, alors qu'on n'est même pas 100% sûr de nous, un choix de vie différent des attentes des autres, de notre famille. Oui, 100%. Et c'est à prendre en compte dans la décision, parce que c'est un choix à assumer, et parfois, c'est ce qui peut être quasiment le plus fatigant. Parfois, on se fait confiance à soi, on est sûr, mais ça nous bloque. Parce que parfois, sortir du cadre, en vrai, ça veut dire accepter d'être incompris. C'est dur, c'est fatigant, et parfois, on préfère choisir la sécurité. Mais est-ce que finalement,
choisir la sécurité, c'est vraiment se choisir soi et s'écouter. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, ça ne nous reviendra pas dans la figure? Cette idée que, purée, j'aurais aimé tester ça, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé utiliser mon temps comme ça. J'ai décidé d'essayer de ne plus vivre avec cette frustration. Même si à l'heure où je vous parle, j'ai des rêves et j'ai des envies. J'aimerais bien, par exemple, en vrai, faire des cours de théâtre. J'aimerais bien reprendre le chant. J'aimerais bien faire de la danse. Quand je vois des gens sur scène chanter, j'ai un peu une pointe de... Attendez, ça devient deep. J'ai un peu une petite pointe de... pas de jalousie, mais d'envie et de nostalgie, parce que quand j'étais petite, je voulais trop être chanteuse et je faisais des covers sur YouTube et tout. Un truc que j'ai vraiment laissé de côté et je sais même pas si je chante et je sais même pas si je sais écrire. Pareil pour l'acting. Je pense pas que c'est un truc dans lequel je serais bon, mais j'ai une pointe d'envie quand je regarde des gens avec de la confiance en eux sur scène. Enfin bref. Donc, est-ce que je suis 100% alignée avec ce que je dis? Peut-être pas. Mais j'ai quand même beaucoup de chance dans ce que je fais. Je vis de ma passion et je crée mes propres projets. Je crée mon propre chemin. Je pense que pour se défaire un peu de la peur de l'échec, il faudrait voir les choix comme ce qu'ils peuvent nous apporter plutôt que ce qu'on a à y laisser. Par exemple, mes études en neurosciences cognitives, c'était 3 ans à Montréal. Elles m'ont appris à travailler, elles m'ont appris à persévérer, elles m'ont appris à étudier, à retenir. Elles m'ont éclairé sur la santé mentale, sur la société, sur les relations interpersonnelles. Elles m'ont aussi beaucoup appris l'indépendance, notamment par le fait de vivre à Montréal, et j'en passe. Bon, maintenant que je t'ai hypé, que je t'ai parlé et que je t'ai motivé, peut-être que je t'ai permis aussi un peu mieux de comprendre plus positivement ce que ces choix-là peuvent t'apporter. Peut-être que tu te dis, Léa, t'es gentille, mais comment est-ce qu'on fait en fait pour quitter le chemin qui est déjà tout tracé? Comment est-ce qu'on fait pour prendre le lead? Surtout que, on va pas se mentir, ça fait peur. Et qu'encore une fois, si tu sors des sentiers, y a pas de plan tout tracé. Y a plus de chemin, genre. T'as personne vraiment à qui te référer. Et du coup, tu te retrouves face à toi-même avec tes doutes, tes interrogations. C'est facile de se retrouver face à ses propres peurs ou même celles des autres. Et je pense que oser quitter un peu un chemin tout tracé ou faire le deuil même de ce truc-là qu'on avait imaginé ou qu'on voulait à un certain moment donné de notre vie, puis qu'on se rend compte que en fait c'est pas du tout ça qu'on veut et ça nous rend pas heureux. Je pense que la chose la plus compliquée, c'est peut-être pas de faire face à ses propres peurs, c'est de faire face aux peurs des autres. Tu verras, les autres ont tendance à projeter leurs propres peurs, leurs propres démons, leurs propres angoisses sur toi. Et je pense que ça m'est arrivé plus d'une fois. No shame, vraiment no shame. Mais que ce soit mes parents, mes grands-parents, mes amis, je pense que quand tu parles de tes rêves ou quand tu parles de quelque chose qui est anormal ou inhabituel, les gens te parlent avec leur peur. Ça confronte les gens de se rendre compte que tu vas peut-être faire quelque chose qu'ils auraient rêvé faire mais qu'ils n'ont pas fait parce que XXX raisons de peur. C'est vraiment pas de la méchanceté. Ils font pas ça parce qu'ils croient pas en toi. C'est leur propre peur projetée sur toi. Et du coup, pour oser quitter ce chemin-là, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage pour s'écouter, pour écouter aussi les peurs que les autres vont projeter sur toi. Un peu de folie et une bonne dose de confiance. Même si tu la vois pas tout de suite. Si tu penses ne serait-ce qu'à quitter ce petit chemin-là, tout tracé, je te jure, accroche-toi-y, ça veut dire que tu as une petite part de confiance qui peut se développer. Et même si le chemin semble long, je pense que tu es exactement là où tu dois être. Moi, je suis pas encore arrivée où je veux être, mais je pense que je suis sur un bon chemin. Pour beaucoup de personnes, ce serait une finalité. Pour la Léa d'il y a des années, ça aurait été une finalité et moi, j'aurais dépassé tous mes rêves. Là, j'essaie de mettre mes rêves un peu plus haut, mes envies un peu plus hautes. Et je dois passer par là, par ce moment-là maintenant, pour justement y arriver. Je pense qu'il te faut aussi beaucoup de sagesse et une petite part de rationalité. Parce que j'ai pas envie que tu te fous dans la merde non plus. Ça, c'est mon côté un peu chiant. En fait, je pense que si tu as l'impression de grandir à travers tes choix, les mois, tes décisions, t'es sur la bonne voie. Si tu as l'impression de grandir, de devenir une meilleure personne, d'apprendre, t'es sur la bonne voie. Moi, j'ai plein d'amis qui se sont réorientés, ou même des amis qui parlent de se réorienter un jour. Qui disent ok, j'étudie en médecine, mais moi un jour vraiment genre je vais me casser, je vais faire une retraite de yoga, je vais faire une formation de yoga et je deviendrai prof de yoga. En vrai, ça fait du sens. Et en vrai, je le comprends. Et je le vois pas du tout comme péjoratif ou comme un échec, ou peut-être qu'il y a quelques années, on aurait pu le voir comme un échec en mode ah attends, ça veut dire qu'elle fait tout ça, elle fait autant d'années d'études pour finalement genre faire une retraite de yoga et bah ouais. Et franchement, une médecin, prof de yoga, mais moi je veux suivre tous ses cours. Moi, je paye plus cher ces cours pour avoir accès à tous ces conseils. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le chemin de chacun et même dans le mien aujourd'hui, c'est que chaque choix que tu fais ajoute une unicité
une spécificité à ton profil. Et c'est ce que mes parents m'ont efforcé de me dire quand j'étais jeune et je les en remercie pour ça. Parce que c'est ça qui fait qu'un jour ton profil est spécial et unique pour une boîte, si tu veux lancer une entreprise, si tu cherches à être embauché. C'est tous ces petits choix que tu dois continuer de mettre en avant et c'est pour ça que moi mes parents m'ont toujours dit de continuer à mettre en avant le fait que j'ai étudié en neurosciences cognitives, même si voilà, pour n'importe qui je suis qu'une vulgaire influenceuse. Vraiment, je pense que c'est ça qui fait que j'ai des portes qui s'ouvrent à moi et qui potentiellement s'ouvrent pas à d'autres gens. C'est parce que bout à bout, mon profil est différent de celui d'un autre. Pas du tout mieux, juste différent. Au même pied d'égalité, mais différent. Donc je pense que si t'as envie là maintenant de faire ce que tu fais, puis dans 20 ans de te réorienter, évidemment ça fait peur, mais il n'y a aucun échec là-dedans. C'est juste évoluer et c'est presque honnêtement normal et ce serait même l'inverse, ce serait inquiétant de ne pas avoir envie d'évoluer. Et alors attention, il faut pas non plus changer de voie que pour être sur la bonne voie. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense sincèrement que évoluer peut se faire sur la même voie aussi, au sein d'une même entreprise. Mais évidemment qu'avec les années, l'expérience, t'as envie d'évoluer vers autre chose et t'as envie de, à plus ou moins grande échelle en fait. Et c'est drôle de se dire qu'on accepte les changements émotionnels, qu'on accepte de changer d'amis, qu'on accepte que nos goûts changent, mais qu'on n'accepte pas de changer nous-mêmes de direction. Comme si notre identité devait être figée. D'ailleurs, en vrai de vrai, quand quelqu'un nous dit « Ah purée, t'as changé », c'est rarement positif. Et je trouve ça fou, alors que c'est le but de la vie. Et puis t'as les gens comme moi qui parfois décident de changer d'environnement. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Quand j'ai choisi de partir étudier à Montréal, je suis vraiment partie. Puis après, je suis revenue à Bruxelles. Puis après, je suis repartie à Paris. Parfois, partir, c'est se trouver. Parfois, il faut juste partir à quelques rues, déménager. Je pense que c'est ce que je vais faire là à Paris bientôt. Juste déménager, j'espère, de quelques rues. Parfois changer de quartier, parfois changer de pays, de continent. Par exemple, comme je l'ai dit, moi j'ai fait Bruxelles-Montréal, puis j'ai fait Montréal-Bruxelles, puis j'ai fait Bruxelles-Paris. Ça peut aussi être à Lille. Je pense que s'éloigner, ça permet aussi de prendre de la distance avec tout ce que le monde attend de toi, qui finalement te conforme dans un truc. Et je me demande souvent, et j'arrive pas à répondre à cette question-là, à moi-même, qui suis-je quand il n'y a pas tout le brouhaha autour de moi ? Qui suis-je quand je ne suis pas l'amoureuse de Samuel ? Qui suis-je quand je ne suis pas la fille de mes parents? Qui suis-je quand je ne suis pas la meilleure amie d'eux? Qui suis-je quand je ne suis pas Léa sur les réseaux sociaux? That's a good question, non? Je pense que s'éloigner un peu du brouhaha, et c'est ce que je fais souvent dans mes voyages, c'est apprendre à se connaître soi-même. Qui es-tu sans ton environnement? Qui es-tu sans ton appartement de 28 mètres carrés à Paris? Qui es-tu? Et moi, à Montréal, j'ai vraiment appris à me découvrir. J'ai vraiment appris, pour la première fois de ma vie, à me réinventer et à me créer. J'étais moi sans personne. Sans les gens qui me connaissaient depuis toujours. Il y avait personne qui savait qui j'étais ou qui j'étais censée être. Je pouvais finalement me réinventer comme je voulais. Et je pense que ça, j'aurais aimé en prendre conscience plus tôt. Et j'aimerais un peu plus le conscientiser même aujourd'hui. Si jamais tu connais déjà le podcast, tu connais cette histoire, mais c'est vrai que après mes études à Montréal, moment de Covid, moment où des gens commençaient à se lancer sur les réseaux parce que TikTok venait d'arriver, donc ça devenait plus normal d'en vivre, de gagner de l'argent. Monétisation TikTok, collaboration commerciale. Moi, j'ai commencé les réseaux à 13 ans. À 23 ans, 22 ans, je me suis dit, pourquoi est-ce que je pourrais pas essayer d'en vivre ? Vous imaginez, j'ai commencé les réseaux il y a 13 ans. Quand j'avais 13 ans. Et il y a 13 ans, parce que j'ai 26 ans là. C'est un autre monde, vraiment, à l'époque. C'était tout sauf à but lucratif. À aucun moment, j'aurais pensé pouvoir gagner ma vie ni le transformer en métier. C'était même la honte de faire ça. Et moi, c'était vraiment mon échappatoire. C'était vraiment ce qui me faisait sentir aimée, qui me faisait me sentir appartenir. Et c'est vrai qu'en 2021, même si ça devenait un peu plus quelque chose d'être créateur de contenu, il n'y avait pas autant de créateurs qui en vivaient et c'était moins normalisé d'essayer d'en vivre. Presque, en vrai, c'était un peu honteux de se dire... Comment ça, t'as l'audace de dire que tu vas vivre de tes réseaux ? Enfin, qui es-tu ? Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent sur les réseaux en disant moi, le but, c'est que ça devienne mon métier. Je suis pas là pour enfiler des perles, j'ai des objectifs et ça va devenir mon métier. C'est fou quand même, ce contraste et ce changement. Mais c'est vrai que c'était très risqué ou très étrange, très fou et même flou en même temps de se lancer là-dedans. C'était en vrai un grand saut dans le vide. Et je pense que ce qui était le plus dur là-dedans, au-delà du fait que j'avais une peur irrationnelle de l'argent et que j'étais tétanisée à l'idée de me faire confiance et de croire en moi, c'était dur de voir qu'il y avait personne autour de moi qui pouvait comprendre ce que j'essayais de faire. Mes parents comprenaient un peu, parce que mes parents travaillent dans le monde de la pub, et même si pendant toute mon enfance j'ai rejeté ce monde-là, finalement, c'est celui dans lequel je travaille maintenant, et leur vision m'a beaucoup aidée à comprendre, moi, les réseaux de façon aussi plus travail.
même si vraiment j'ai commencé à... Première collaboration que j'ai faite sur mes réseaux, première fois que j'ai gagné de l'argent, c'était en 2021, alors que vraiment, j'étais sur les réseaux depuis 2013, c'est fou. Donc eux, ils comprenaient, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un... Que ce soit ma famille au sens large ou que ce soit mes amis, il y a un peu un truc de genre qu'est-ce que tu fous et comment tu vas vivre et il y a un peu un truc de... C'est même pas juste de doute et de gens qui te font pas confiance, c'est aussi surtout que t'as personne autour de toi, enfin moi j'avais personne de qui me rapprocher pour essayer de comprendre comment ça se passait. Si, j'ai menti. À Montréal, il y avait des gens qui vivaient des réseaux sociaux et c'est vrai que je leur posais des questions. Donc c'était un peu plus normalisé aussi de parler de ça. Mais en France, en Belgique, c'était loin de mon habitat naturel. Aucun de mes proches autour de moi ne pouvait comprendre ni ne pouvait envisager que c'était possible. Je veux dire même devenir, je dirais freelance, mais à 18, 19, 20 ans, 21 ans, aucun de mes potes n'était auto-entrepreneur, aucun de mes potes n'était freelance, ne travaillait pour lui-même. Mes potes étaient aux études et normal. Et moi, c'est drôle, c'est une partie de ma vie, quand mes potes étaient aux études, j'étais à Montréal, puis après mes potes ont fait des masters. Moi, je travaillais déjà et j'habitais à Paris. Et c'est fou parce que c'est juste maintenant que je me rends compte du décalage qu'il y avait à ce moment-là. Et je gagnais pas ma vie pour en vivre. Donc à ce niveau-là, c'était très égal. Et ça, en vrai, ça me va très bien et c'est très cool. C'est fou quand j'y repense. J'étais très autonome, j'avais envie d'être très indépendante financièrement et donc du coup, j'avais pas envie de demander de l'aide. Alors que je pense que si j'avais demandé de l'aide, on m'aurait donné de l'aide, mais moi je m'étais dit attends, c'est mes choix, je vais me... Voilà. Et je me souviens que je m'étais bien jetée dans le vide quand même. Je me souviens d'un voyage avec mes copines à Paris où elles avaient eu de l'argent un peu de leurs parents pour se faire un petit week-end et tout, et moi j'avais pas demandé. Et on avait dépensé tellement d'argent ce week-end-là, juste en mode Airbnb, manger à l'extérieur. Évidemment pas des trucs chers, hein. On avait 20 ans, 21 ans. Mais moi à l'époque c'était... Je me souviens, je voyais mon argent partir et j'étais genre mais attendez, moi j'ai travaillé pour cet argent-là. No shame à mes amis, hein. Vraiment no shame. Et je suis sûre que parmi elles, il y en avait des qui avaient aussi travaillé pour avoir cet argent-là et partir à Paris. Je me souviens que ça m'avait traumatisée, genre j'avais pleuré parce que je voyais mon argent partir et j'étais genre mais j'ai tellement travaillé pour en arriver là et pour gagner ça et là je suis en train de genre tout perdre. Bref, anyway, là je suis en train de me perdre dans mon podcast. Tout ce que je veux dire c'est que à un moment donné j'ai voulu y croire. Je me suis laissée 6 mois où j'ai fait quand même un diplôme en ligne en ce même moment parce que je croyais pas tant que ça en moi, mais j'étais surtout en vrai tellement passionnée, je travaillais tellement, j'avais tellement envie que ça marche, j'avais tellement d'idées créatives, que ce soit pour les marques. Je suis passée de étudiante qui faisait des vidéos YouTube et des contenus sur les réseaux à côté, et vraiment à ce moment-là je dormais déjà pas, à en fait je faisais que mes réseaux, mais je me réveillais le matin à 8h et je me couchais à 3h du matin. Oui, c'est pour ça que j'ai fait un burn-out et que j'ai fait une crise d'épilepsie, mais c'était un truc viscéral de genre en fait c'est ma passion et je veux faire le plus possible et je veux trop que ça fonctionne parce que c'est ce que j'aime faire depuis que j'ai 13 ans. C'est vrai que vu comme ça, là maintenant je peux me dire que j'ai pas vécu exactement la même adolescence que mes amis, mais en même temps j'ai pas vraiment de point de comparatif parce que à Montréal j'étais avec des gens qui étaient un peu plus âgés et qui gagnaient leur vie comme ça. À Bruxelles et à Paris j'en parlais pas trop à mes potes, j'arrivais pas à dire que c'était du travail et que je bossais, même si c'était du travail et que je bossais, mais je pense que j'ai pas eu beaucoup de gens qui légitimaient ça comme du travail au début. Je pense que les gens se disaient juste elle fait ses petites vidéos et c'est Mimi genre. En vrai, je sortais pas trop de ma chambre et je faisais beaucoup de choses. Et attention, je suis trop contente. C'est ma passion. C'est vrai que c'était quand même du travail, mais c'est ma passion. Mais c'est vrai que je sortais pas beaucoup. J'étais très forte déjà à ce moment-là, enfermée dans ma chambre, que ce soit à Montréal, que ce soit à Bruxelles. Pas tant de vacances que ça non plus. Je pense que j'ai jamais été seule, mais que je me sentais seule. J'étais entourée, mais je me sentais seule. Parce que je me créais ma propre réalité et pas de façon péjorative ni de façon différente des autres, mais juste yo, je veux y arriver, genre, je veux y arriver. Donc ça m'a demandé en vrai des concessions, il faut le vouloir. Mais après attention, moi je vous parle de moi qui ai trouvé ma voie sur un terrain, les réseaux sociaux, où il faut se faire sa place et comment expliquer, un terrain qui n'existait pas non plus encore. C'est différent aujourd'hui et peut-être que toi, tu cherches ta voie en ce moment et que tu vas la trouver dans une formation en informatique ou dans la data science ou que tu vas peut-être la trouver dans le fait de recommencer des études de médecine. J'ai une amie qui a le même âge que moi et qui a recommencé des études de médecine. Je suis trop admirative de son envie. Elle faisait de la finance, donc rien à voir. Et moi, je lui ai dit, mais t'imagines meuf, après, le double diplôme que t'as un solvay plus médecin. Mais attends, mais tu vas travailler où toi plus tard? Dans le sens où t'accumules tellement de trucs intéressants que tu vas avoir un profil tellement unique. Et ça me fascine. Bon, tout ça pour dire que jamais en commençant mes études, à 18 ans, bien que j'ai été hyper chanceuse et que je suis trop reconnaissante de ce que j'ai fait. Mais en fait, je pense que si là maintenant tu commences tes études, tu vas commencer tes études, si là tu choisis un nouveau chemin ou si même t'es en route là, t'as déjà choisi, tu vas passer à ta Xème année d'études, tu ne peux pas savoir où tu seras dans 10 ans. On te demande de faire des choix, fais les choix.
il n'y a pas de mauvais choix. Si tu fais les choix de façon réfléchie, si tu te construis un plan dans ta tête, un plan qui va évidemment changer. Tu ne peux pas savoir où tu seras dans 10 ans, tu ne peux pas savoir quelle trajectoire, quelle rencontre tu vas faire. Mais c'est important, vraiment important, de faire des choix. Et de croire en toi et de croire en tes bonnes rencontres et d'essayer. Ne laisse pas la peur des autres t'empêcher de faire des choses. Ne laisse pas ta propre peur t'empêcher de faire des choses. Même si là maintenant t'as pas l'impression d'être au bon endroit dans tes études, j'ai pas non plus envie de te dire de lâcher. Parce que regarde, moi, j'ai pas lâché mes études en neurosciences cognitives. Je suis contente de la personne que ça fait de moi aujourd'hui. Je suis contente d'avoir accompli ça. Et si j'avais arrêté, ça aurait pas été plus mal non plus. Mais c'est vrai que si tu m'avais demandé il y a 13 ans, jamais j'aurais imaginé que j'allais tomber amoureuse du café parce que j'aimais même pas le café. Jamais j'aurais imaginé que j'allais créer mes propres petits sachets de café, que j'allais développer des collaborations avec des marques, autant de marques et de chouettes marques allaient me faire confiance et que j'allais pouvoir vivre de toutes ces marques incroyables. Moi, quand j'ai commencé à essayer de vivre de mes réseaux, je quémandais à essayer de trouver le moindre truc, le moindre contact parce que j'avais trop des idées créatives et j'avais trop envie de bosser avec des marques. Et aujourd'hui, je dois refuser des trucs que j'aime trop parce que je peux pas juste tout faire. Et c'est fou parce que c'est que des trucs que j'avais trop envie. Et aujourd'hui, grâce aux choix que j'ai faits, aux décisions que j'ai prises, j'y suis arrivée. J'aurais jamais pensé que j'allais construire tout cet univers de bienveillance, ce podcast, que j'allais avoir autant d'auditeurs, que j'allais avoir autant de personnes qui allaient m'arrêter dans la rue pour me dire que ces épisodes de podcast vous font du bien, que ces vidéos YouTube vous permettent de mettre un peu votre quotidien sur pause. Je suis trop heureuse de faire ce que je fais et tout ça, c'est dû à tous les choix que j'ai faits et comment je me suis construite en tant que jeune adulte et que jeune femme. Et oui, à 18 ans, ça m'aurait paru impossible à atteindre. Et si on m'avait dit que j'allais atteindre ça aujourd'hui, je pense que j'aurais flippé. Ça aurait été impossible. Et je pense que ça m'aurait paru juste ridicule à dire à voix haute, même à espérer. J'avoue que je suis un peu émue. J'avoue que j'aurais aimé plus jeune, rêver plus grand. Et je pense que c'est un truc que j'ai envie de m'accorder en tant qu'adulte. Continuer de rêver. J'ai envie d'oser me dire qu'il faut rêver parce que c'est les rêves qui t'amènent là où tu souhaites aller. Tout ce que je vis aujourd'hui, j'aurais jamais pu le prévoir. Ça n'existait pas encore dans ma tête. Je l'avais même jamais vu. Ça s'est construit au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure des rencontres, des doutes, des essais, des échecs ou des erreurs comme on pourrait les appeler qui n'en sont pas, vraiment. J'aurais jamais su tout ça si j'étais pas partie, si j'avais pas osé. Oui, je me serais contentée du chemin le plus logique. Et si jamais tu es sur le chemin le plus logique, c'est ok. Et si tu y restes encore pour les 25 prochaines années, si t'es heureuse en ce moment même, c'est génial. Si je peux juste me faire une petite tape sur l'épaule et si je peux te donner un conseil, je pense que ce que j'ai construit aujourd'hui et qui je suis, alors oui, il y a peut-être une part de chance, mais j'ai pas envie de le donner à la chance, j'ai pas envie de le donner au timing parfait. J'ai envie de croire que c'est ma détermination et une petite voix, certes peut-être trop faible, enfin qui avait pas un très grand volume dans ma tête, mais une petite voix que j'ai toujours eu envie d'écouter, qui me disait continue. Et ce continue-là, j'ai envie de le garder encore aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie d'arrêter. J'ai pas atteint tout ce que je veux. 13 ans, c'est long, t'imagines ? 13 ans, c'est long. Mais je suis pas prête à arrêter. J'ai envie de continuer de rêver. Et j'espère vraiment que cet épisode de podcast te permettra d'avoir envie de rêver et de croire aussi en toi. Que ce soit pour en vivre ou juste pour un hobby. Je veux que tu saches que si tu choisis de faire quelque chose aujourd'hui, ça te définit pas pour le reste de ta vie. On choisit pas une voie pour toujours. On choisit une direction pour là maintenant. Et le reste, ça se construit petit à petit lorsqu'on fait notre petit bout de chemin. Alors si toi aussi là maintenant tu dois prendre des grandes décisions et que t'es en train de douter, que tu te sens overwhelmed, que t'as trop de possibilités et peut-être beaucoup d'entre elles te semblent pas encore accessibles, si tu te demandes si t'es au bon endroit ou si t'as peur de changer de direction, rappelle-toi que la vie, c'est pas une route. Rappelle-toi que la vie, c'est comme un paysage avec plein de chemins différents. On imagine une grande prairie avec des ballots de paille et là, on commence à un peu un labyrinthe finalement. On emprunte un petit chemin, t'as plusieurs portes qui s'ouvrent à toi et puis t'en choisis une qui va te mener à un autre truc. Et c'est pas parce que tu décides d'emprunter une voie que tu peux pas en choisir une autre plus tard. Moi, je suis persuadée qu'on est doué pour plein de choses différentes. On n'a pas qu'une seule voie. On n'a pas qu'un seul appel. Et c'est peut-être même ce qui est frustrant dans la vie, c'est qu'on a plein de possibilités. Mais laisse-toi le temps de les explorer pour justement te découvrir et faire de toi une personne unique avec des qualités uniques et propres à toi. Je pense que c'est la richesse de la vie, de pouvoir explorer, de se tromper, de recommencer, de choisir différemment. Parce que finalement, on passe toute notre vie à apprendre qui on est. Et je pense que c'est ça, la vraie aventure et notre vraie voie. Alors s'il te plaît, va à des salons étudiants. Va à des expos, parle avec des gens, teste des passions, crée des connexions, ose rêver de plusieurs choses, de plusieurs vies en même temps, même si ça fait pas de sens tous ensemble, je te jure qu'un jour tout se connectera. Parce que tout ce que t'apprends, tout ce que tu fais, a le potentiel un jour de devenir une seule chose et de devenir toi. Voilà, sur ce, c'est la fin de cet épisode de podcast, c'était hyper intense et j'ai envie de faire pipi. Mais j'ai juste envie de te remercier
et je sais pas, de te rediriger vers mes autres plateformes. Envoie cet épisode de podcast à une personne à qui tu penses que ça pourrait faire du bien. Comme d'habitude, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. SCS, sain et simple. Bisous, bye. Encore une fois, j'ai l'impression d'avoir quitté hyper rapidement les petites fleurs. Mais je vous aime, hein. C'est juste que j'ai plus rien à dire là, j'ai tout vidé. À lundi prochain.